Première. Monsieur, la première question, c'est la question de pourquoi Baudet a choisi votre frère et comment est-ce qu'il l'a choisi? Oui, pour répondre, il y a plusieurs, il faut rappeler plusieurs faits pour que la réponse soit facilement intelligible. Ben, il faut savoir que c'est Baudet qui avait besoin de quelqu'un qui a de l'autorité. Ce n'était plus Baudet qui conférait l'autorité, n'est-ce pas? En ce qui concernait l'histoire du Vietnam, à cette époque-là, surtout, déjà, n'est-ce pas? Ce qu'il fallait, c'est quelqu'un ayant une autorité sur le Vietnam, sur le peuple vietnamien. Or, dans tous les pays anciennement colonisés par les Français, n'est-ce pas, la politique de la France, n'est-ce pas, était telle, n'est-ce pas, parce qu'elle voulait l'assimilation, elle était partie avec des idées très généreuses, si vous voulez, n'est-ce pas, hein, mais cela résultait en ceci, c'est que dans aucun des pays que la France avait dominé, protégé ou colonisé, il ne s'est dégagé de personnalités susceptibles ou disposant, si vous voulez, de circonstances permettant que son influence puisse s'étendre sur son peuple, sur l'ethnie, sur le pays même, n'est-ce pas, le propre pays. Donc, en conséquence, n'est-ce pas, c'est une circonstance additionnelle. Une des raisons qui a fait que Baudet a choisi mon frère, c'est que mon frère a connu des circonstances exceptionnelles, n'est-ce pas, qui ont fait que très jeune, n'est-ce pas, à 32 ans, il était connu sur le plan national au Vietnam, d'une façon extrêmement favorable, puisqu'il était connu par une démission, n'est-ce pas, alors qu'il avait atteint un poste très important, n'est-ce pas, le plus important poste du Vietnam. Et c'est ce fait-là, n'est-ce pas, joint au fait également que ma famille a toujours été une famille très frondeuse, si vous voulez. Mon père, déjà, avait démissionné parce qu'on avait détrôné l'empereur Tan Tai, n'est-ce pas? Et si vous voulez, à la suite de ça, qu'un de ses fils, encore très jeune et ayant atteint, si vous voulez, n'est-ce pas, le sommet de la carrière, n'est-ce pas, a démissionné au bout de 6 mois. N'est-ce pas? Alors donc c'est ça, c'est cette circonstance-là qui a fait que l'autorité de mon frère s'est trouvée tout d'un coup, si vous voulez, et son influence s'était créée tout d'un coup, et à l'échelle nationale, si vous voulez. Tous les Vietnamiens avaient été extrêmement frappés de cette situation extraordinaire, n'est-ce pas, d'un homme jeune qui renonçait à tout. Et donc, c'est ça qui a fait que Baudet, n'est-ce pas, a choisi, n'est-ce pas, hein, de trouver pour le remplacer au Vietnam où il ne voulait plus rentrer. Il était parti en Europe en 52, 53, n'est-ce pas, et il ne voulait plus rentrer au Vietnam, n'est-ce pas, donc il ne voulait pas lâcher non plus, n'est-ce pas, tout ce qui pouvait être ses intérêts, son trône, sa dynastie, n'est-ce pas. En conséquence, il aurait voulu trouver quelqu'un qui puisse le remplacer avantageusement, n'est-ce pas. Bon. Il aurait pu nommer n'importe qui d'autre, mais n'importe quel autre n'aurait eu aucune autorité pour faire quoi que ce soit, puisque le peu d'autorité qu'il aurait eu serait revenu de Baudet, et Baudet n'en avait plus, avait perdu toute autorité. Donc c'est ça qui a fait, si vous voulez, n'est-ce pas, le choix que Baudet a porté sur mon frère pour le remplacer, n'est-ce pas, et pour tenir en quelque sorte la place chaude pour lui. Parce que, bon, j'ai été au centre de cette manœuvre de Baudet, parce que, en fait, non seulement donc son choix s'était porté sur mon frère, n'est-ce pas, mais comme il a démissionné justement au début même du règne effectif de Baudet au Vietnam, n'est-ce pas, les relations, il savait, n'étaient pas très bonnes entre lui et mon frère, n'est-ce pas. Donc il fallait quelqu'un, et quelqu'un était tout trouvé, parce que moi j'ai été
envoyé en France alors que j'avais seulement 12 ans, n'est-ce pas? Et les circonstances ont fait que j'ai eu la personne qui s'occupait de moi en France, c'était également son propre gouverneur à lui, c'est lui qui s'occupait de Baodaï, qui dirigeait, si vous voulez, ses études, sa vie. C'était l'ancien gouverneur général Charles, n'est-ce pas, de l'Indochine. Bon. Ce qui fait que, bon, comme il a que 9 mois de plus que moi, à 12 ans, vous voyez, c'est un âge où malgré tout on est encore très détendu, très jeune, tout à fait direct. Et nous avons passé plusieurs années comme ça, ensemble, pendant les vacances, n'est-ce pas? Et ça a créé des liens assez profonds entre lui et moi, n'est-ce pas? Et donc c'est cette amitié d'enfance qui a fait que il a eu recours à moi pour essayer, n'est-ce pas, d'amener mon frère, si vous voulez, à accepter, et voilà, sur le poste de Premier ministre et de le remplacer au Vietnam. C'est trop long. C'est trop long. Bientôt. Deuxième. Ok. Je vous demande encore, pourquoi Baodaï a choisi votre frère et comment est-ce qu'il a choisi? Baodaï a choisi mon frère parce qu'il s'est trouvé que mon frère, peut-être pas par ses mérites personnels seulement, mais par les circonstances, a eu l'occasion d'être connu, n'est-ce pas, à l'échelon national, alors qu'aucune autre personnalité au Vietnam n'a eu cette chance. Bien. Et mon frère, parce que mon frère, qui a été appelé à la plus haute fonction du gouvernement vietnamien, à l'âge seulement de 32 ans, n'est-ce pas, a démissionné au bout de 6 mois, n'est-ce pas, ce qui était... Bon. Maintenant, Baodaï avait porté son choix, mais quand les choses se sont vraiment arrangées, si vous voulez, le contact a été repris entre lui et Baodaï, c'était dans l'année 53 et 54, n'est-ce pas? Baodaï a eu recours à moi, n'est-ce pas? Parce que nous avons été, enfants en France ensemble, et nous avons passé plusieurs vacances ensemble, étant donné que son gouverneur était mon propre correspondant, il s'occupait de moi aussi. Et donc, c'est par moi que Baodaï a cherché à reprendre contact avec mon frère, puisque la démission même de mon frère avait créé des relations plutôt tendues entre eux, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que les choses se sont arrangées, n'est-ce pas, fin 53 et au début de 54. Very good. Perfect. On va couper rien. Troisième. Vous reposez la question, non? Non. La façon la plus simple de vous dire quelle était la situation du Vietnam, c'est peut-être de vous dire mes impressions la première fois que je suis revenu au Vietnam. C'était en fin août 1954. Donc, un mois et demi après que mon frère a pris le pouvoir à Saigon. Je suis arrivé à Saigon, n'est-ce pas, pour trouver que mon frère, n'est-ce pas, ne pouvait pas compter ni sur l'administration civile, puisque tout le monde était tellement catastrophé, n'est-ce pas, tellement convaincu que la fin était proche, que la conquête des communistes serait vite terminée, n'est-ce pas, que les fonctionnaires n'avaient absolument plus aucune idée de travailler, n'est-ce pas? Et tout le monde cherchait à voir comment ils allaient pouvoir se tirer de ces guêpiers, n'est-ce pas? Bon. Au point de vue militaire, c'était très simple. L'armée était aux ordres d'un général de nationalité française, n'est-ce pas? Et qui était en rébellion ouverte. La première nuit que j'ai passée avec mon frère à Saigon, dans son palais, n'est-ce pas? Et c'était l'habitude, mais c'était la première fois, n'est-ce pas, que j'ai entendu ça, n'est-ce pas?
toute la nuit, des commandes-cars et des voitures mitrailleuses et des blindés de l'armée faisaient la ronde tout autour du pâté, n'est-ce pas, du palais du gouvernement, n'est-ce pas, en même temps, avec des mégaphones, aussi bien que par leur poste de radio de l'armée, n'est-ce pas, toute une campagne avec tous les slogans contre le gouvernement. Donc c'était la rébellion, l'armée était en rébellion ouverte, n'est-ce pas? Non seulement ouverte, mais absolument ostentatoire, vous voyez, bon. Que dirais-je? Nous n'avions plus aucun sou, n'est-ce pas? Les trésors étaient à vide, et quelques mois plus tard, quand la France nous avait remis l'office d'échange, c'est-à-dire les avoirs étrangers, n'est-ce pas, car les devises étrangères appartenant au pays, n'est-ce pas, eh bien, le bilan, n'est-ce pas, non seulement n'était pas nul, mais il n'était même pas positif, puisqu'il y avait un trou de plusieurs milliards de francs en devises étrangères. L'administration française... Attends, il faut changer la volume. Very good. C'est à toi. Allons. Quatrième. Plus bas. Et c'était à ce moment-là aussi, si vous voulez, que les réfugiés devaient être, n'est-ce pas, réhabilités, c'est-à-dire réinstallés. Or, nous n'avions pas la garantie de la sécurité pour les réinstaller dans des terres plutôt vierges, n'est-ce pas? Donc, en même temps, n'est-ce pas, dans la région de Saigon-Cholon, des centaines de milliers de réfugiés étaient provisoirement installés dans des quartiers un petit peu plus lointains, mais tout de même encore dans la banlieue de Saigon, n'est-ce pas? Et tout ce monde-là était là, puisqu'ils ne pouvaient pas travailler, ils n'avaient pas de terre, n'est-ce pas, pour cultiver. Et alors ça faisait un mélange de gens qui allaient chercher les uns et les autres pour essayer, n'est-ce pas, d'abord de retrouver leurs amis, ce qui créait une confusion énorme qui n'était certainement pas sans influence sur le moral, si vous voulez, des civils, même de Saigon. N'est-ce pas, tout le monde s'est trouvé dans cette espèce de désordre, d'anarchie, n'est-ce pas, de peur, de crainte, n'est-ce pas, et naturellement, avec ces rébellions ouvertes de l'armée, toute cette radio, ces mégaphones qui partout, n'est-ce pas, en ville, clamaient les critiques de l'armée et l'opposition de l'armée au chef du gouvernement, tout ça n'arrangeait pas du tout la situation. Je peux citer un exemple assez amusant, ou même plusieurs. Je me rappelle que mon frère donnait une réception, n'est-ce pas, en l'honneur précisément de la nouvelle commission internationale de contrôle de l'armistice, n'est-ce pas, à la suite des accords de Genève, n'est-ce pas. Et j'ai tenu à ce que le général Hin, le général rebelle, n'est-ce pas, soit invité. Et c'est moi-même qui l'ai présenté, n'est-ce pas, et je me rappelle encore la tête que faisait le général indien, n'est-ce pas, quand je lui ai dit, mon cher général, permettez-moi de vous présenter notre général rebelle, n'est-ce pas, c'est Hin, n'est-ce pas, c'était assez amusant, n'est-ce pas, étonnant, mais en même temps, rien d'extraordinaire, puisque tout le monde le savait, c'est uniquement le fait que c'était moi qui ai fait cette présentation. Je donne un autre exemple aussi, qui dit bien non seulement le désordre, mais la difficulté même pour mon frère, n'est-ce pas, de trouver le moyen, n'est-ce pas, de ne pas trop contribuer à ce désordre des esprits. Parce que devant la rébellion de leur commandant, leur chef d'état-major, n'est-ce pas, général Hin, n'est-ce pas, les officiers vietnamiens, sous ses ordres, se sont mis en rébellion contre lui. Et je me rappelle, il y avait un bataillon qui était parti dans le maquis, en proclamant qu'il était en rébellion, non pas, il était en rébellion contre son chef d'état-major, parce qu'il voulait soutenir le gouvernement. N'est-ce pas, cette chose bizarre. Eh bien, mon frère a été obligé,
de me demander, parce que c'était un officier que j'ai connu personnellement, quand il est venu à l'école d'état-major en France. À cette époque, il était le commandant Wang, n'est-ce pas? Le commandant Wang. Donc, me connaissant, mon frère me dit, tu vas aller dans son maquis, n'est-ce pas, hein, pour lui dire, n'est-ce pas, de se soumettre à Hin. N'est-ce pas? Parce qu'il doit donner l'exemple, puisque ce ne sont plus les supérieurs qui donnent l'exemple, hein, à leurs subordonnés, c'est les subordonnés qui doivent donner à leur général. Cinquième. Qu'est-ce que vous vouliez demander? On va finir, vous allez nous dire quelque chose de... Ah oui. Alors donc, mon frère m'a dit, il faut absolument que tu y ailles, d'abord parce que tu as le temps, moi je ne l'ai pas, et puis deuxièmement, tu le connais bien, et puis il faut bien que quelqu'un y aille. Alors donc, je suis allé trouver Wang, le commandant Wang, n'est-ce pas? Ça a été épique parce que il n'arrivait pas à comprendre, et ça se comprend, n'est-ce pas? Comment le président, n'est-ce pas? Pour qui, n'est-ce pas? À cause de qui, pour soutenir lequel il s'était mis en rébellion, c'est lui-même qui lui demandait maintenant de se soumettre, n'est-ce pas? Mais vous voyez, les choses n'étaient pas aussi simples. En tout cas, ça donne une idée, si vous voulez, de la conviction absolument universelle, n'est-ce pas, que le Vietnam était perdu, n'est-ce pas? Je peux dire même que mon propre frère New, dont on sait pourtant combien il était patriote, n'est-ce pas, et anticommuniste, et tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas, eh bien, lui-même croyait que c'était perdu, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, quand il a appris, n'est-ce pas, que mon frère, hein, acceptait l'offre de Bảo Đại, n'est-ce pas, de la délégation de plein pouvoir civil et militaire pour rentrer au pays, mon frère a écrit, n'est-ce pas, et ce qui, d'après nos mœurs confucéennes, n'est-ce pas, d'un frère plus jeune à un frère aîné, n'est-ce pas, lui a écrit en termes, n'est-ce pas, très durs, n'est-ce pas, que c'était la dernière chose à faire. Donc, et cette conviction, non seulement tout le peuple au Vietnam, mais tous les gouvernements, n'est-ce pas, intéressés, que ce soit le gouvernement français, le gouvernement américain, n'est-ce pas, etc., étaient absolument convaincus. Et je pense même que c'est grâce à ces convictions générales que les choses ne pouvaient pas aller plus mal, n'est-ce pas? C'est grâce à ça même, parce que mon frère a pu retourner la situation. Parfait. Yes. Okay. Sixième. Donc, d'un côté, nous avions l'armée qui était en rébellion ouverte, et de l'autre côté, la police, n'est-ce pas, était aux mains de pirates, n'est-ce pas? C'est très simple, les Binh Xuyen, n'est-ce pas? Bon, alors donc, et les Binh Xuyen, à ce moment-là, n'est-ce pas, avaient créé tout un quartier de bordel, n'est-ce pas, à Binh Cang, n'est-ce pas, dans les environs de Saigon. C'est absolument extravagant. Or, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, n'est-ce pas, non seulement Bảo Đại tenait à ces Binh Xuyen et à leur donner, n'est-ce pas, la police de la ville, n'est-ce pas, mais que d'abord le gouvernement français, n'est-ce pas, et à la suite le gouvernement américain ont insisté non seulement pour que nous ne faisions rien pour enlever la police à ces pirates Binh Xuyen, mais qu'au contraire, nous donnions à leur chef, Bai Vien, n'est-ce pas, le poste de ministre de l'Intérieur. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est comme si aux États-Unis, n'est-ce pas, on allait demander à la Maison-Blanche, n'est-ce pas, de nommer M. Al Capone, hein, comme chef de toute la police, comme ministre de l'Intérieur des États-Unis, après qu'on ait confié à ses lieutenants, n'est-ce pas, la tâche de régler, n'est-ce pas, l'ordre et la sécurité, non seulement à Chicago, mais dans toutes les villes américaines. C'est de cette taille-là. Et cependant, n'est-ce pas, et ces choses-là,
se sont faits non seulement, n'est-ce pas, par des conseils, mais ça, par écrit. Bon, je me rappelle, un jour, mon frère qui aimait beaucoup recevoir, n'est-ce pas, les avis des uns et des autres sur toutes les questions, n'est-ce pas? Alors donc, j'étais dans son bureau et il me parlait de choses et d'autres, et puis tout d'un coup, il me dit, ah, il va falloir que tu t'en ailles, parce que je vais recevoir les bonnes sœurs. N'est-ce pas? Je ne comprenais pas. J'ai dit, oui, je sais bien que c'est un homme charitable et qu'il est un bon chrétien, mais enfin, recevoir des bonnes sœurs, n'est-ce pas, enfin, en audience, c'est tout à fait extraordinaire. Et je lui demande pourquoi, il me dit en souriant, mais non, il s'agit du haut commissaire de France, le général Elie, l'ambassadeur des États-Unis, général Collins. J'ai dit, pourquoi tu dis que c'est les bonnes sœurs? Il dit, mais c'est très simple, n'est-ce pas? Ainsi, ils ne font qu'insister tous les deux, n'est-ce pas, pour que ce homme vienne comme ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas? Et pour ce faire, non seulement pour montrer qu'ils étaient absolument d'accord, n'est-ce pas, le gouvernement de France et des États-Unis, non seulement ils m'écrivent, n'est-ce pas, un texte identique, sauf que l'une est en version française et l'autre en version anglaise, mais ils viennent ensuite, n'est-ce pas, me le confirmer verbalement, n'est-ce pas, en venant non pas l'un après l'autre, mais ensemble, comme les bonnes sœurs de chez nous, n'est-ce pas, qui ne sortent jamais qu'à deux. Et c'est pourquoi tu trouves étonnant, mais je les appelle les bonnes sœurs. Voilà la situation. Ne trouvez-vous pas ça amusant? Voilà la politique au Vietnam. Oh, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça tourne. Septième. La politique des États-Unis, n'est-ce pas, a changé, n'est-ce pas, a évolué avec l'évolution même de son jugement, du jugement des États-Unis concernant la viabilité du Vietnam et du régime de mon frère. Au départ, comme tout le monde, les Américains pensaient que la situation du Vietnam n'offre plus aucun avenir, que c'était terminé, n'est-ce pas? Et bien. En conséquence, vis-à-vis du gouvernement du Vietnam, quoique animé des meilleures intentions, n'est-ce pas, les États-Unis, comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, ont suivi, n'est-ce pas, exactement la même politique que la France. Bon, l'histoire des bonnes sœurs. Et l'aide américaine, n'est-ce pas, consistait surtout en une aide humanitaire, n'est-ce pas, une sorte, bon, de remords, de sympathie, en disant ce pauvre peuple, nous ne pouvons rien pour lui, n'est-ce pas, c'était malheureux, les circonstances sont trop mauvaises, n'est-ce pas, bon, et c'est qui explique pourquoi, n'est-ce pas, voyant que seuls les Français avaient une certaine politique, ils ne voulaient pas gêner cette politique, n'est-ce pas, parce qu'ils ne voyaient pas d'avenir à faire autre chose. À la suite de la défaite, n'est-ce pas, de l'écrasement des sectes religieuses, n'est-ce pas, de tout ce qui faisait cette espèce de tribalisme organisé par le système français, à ce moment-là, la défaite ayant été éclatante, les États-Unis ont commencé à changer leur point de vue. Ils se sont dit quand même peut-être qu'il y a un petit grain d'espoir. Et dans ces conditions-là, peut-être que nous pourrions davantage aider, n'est-ce pas? Et en somme, nous avions commencé par avoir une aide commerciale, n'est-ce pas? Par avoir des missions d'experts pour, premièrement, nos administrations, n'est-ce pas? La police, les organisations administratives du pays. Bon, on a envoyé par Michigan State, n'est-ce pas? Bon, que nous avons accepté avec beaucoup de reconnaissance, n'est-ce pas? Beaucoup d'experts. Bon. Ensuite, au point de vue militaire, C'est quoi? Huitième. et puis les succès s'accentuant naturellement. La collaboration américaine s'étoffait de plus en plus, les aides au point de vue administratif, puis l'aide militaire, n'est-ce pas, et un nombre, n'est-ce pas,
d'aide, d'experts, n'est-ce pas, de plus en plus nombreux étaient venus au Vietnam. Bon. La difficulté qu'il y avait eu, ce n'était pas tellement dans la communauté de point de vue, n'est-ce pas? Tout le monde voulait, n'est-ce pas, débarrasser le Vietnam, le soulager de l'emprise communiste. Seulement, la difficulté provenait du fait que les Américains, n'est-ce pas, voyaient davantage par exemple, au point de vue militaire, voyaient davantage l'importance des armements, de la façon de s'en servir, tandis que du côté vietnamien, nous insistions davantage sur ce qui pouvait, n'est-ce pas, motiver celui qui tenait le fusil. Naturellement, nous étions absolument persuadés que les Américains avaient raison d'apprendre à nos hommes de mieux, n'est-ce pas, utiliser leurs armes, mais quand cet usage des armes, n'est-ce pas, il en résultait des formations de bataille, des méthodes de combat, n'est-ce pas, qui avaient de moins en moins rapport avec les conditions de la guerre subversive, n'est-ce pas? Alors ça a commencé, hein, les premières difficultés, les premiers désaccords, n'est-ce pas? Bon, d'un autre côté, au point de vue civil, au point de vue de la population, les Américains pensaient, n'est-ce pas, que la meilleure façon de consolider, n'est-ce pas, le moral des gens, c'était de leur apporter, c'était de faire, comme ils disaient, une vitrine, n'est-ce pas, comme une vitrine de boutique, mieux achalandée, n'est-ce pas, mieux fournie, beaucoup plus séduisante, n'est-ce pas, et les gens auraient des raisons, davantage de raisons, n'est-ce pas, d'aimer à vivre, donc, tandis que nous, ce que nous cherchions, n'est-ce pas, c'était plutôt de donner aux gens, n'est-ce pas, davantage, non pas l'envie de mourir, mais de risquer leur vie, n'est-ce pas, et c'était le prix si on voulait libérer le pays du communisme. C'est sur ces plans-là que ça a été très difficile, et comme toujours, n'est-ce pas, étant donné que pour l'aide américaine, il fallait une justification, et que les Américains ne voyaient de justification dans l'usage de cette aide, de la contrepartie, n'est-ce pas, de l'aide commerciale, c'est-à-dire des devises qui ça nous rapportait, n'est-ce pas, ils ne libéraient ces devises, ils ne les débloquaient, n'est-ce pas, que s'ils étaient persuadés eux-mêmes. Donc il fallait, n'est-ce pas, que tous nos programmes d'action, n'est-ce pas, comportent une part de plus en plus grande, si vous voulez, de ce que les Américains pensaient indispensable. Et c'était, je crois, n'est-ce pas, ça c'était la rançon du succès, n'est-ce pas, autant du fait que on mésestimait l'importance, on ignorait, n'est-ce pas, hein, l'efficacité possible. Nous avions les mains beaucoup plus libres, n'est-ce pas, du jour où l'espoir était venu dans le camp américain que l'avenir était pas si noir. À ce moment-là, les Américains s'intéressant davantage, ils mettaient leur propre vision, si vous voulez, de la façon de reconquérir le pays, de la façon de reconquérir l'opinion. Un des exemples, si vous voulez, c'est par exemple... Non, pas d'exemple. Parce que ça... 9. Oui, mon frère New avait des contacts avec les autorités communistes du Nord. Naturellement, nous ne le proclamions pas pour ne pas nuire au moral de nos troupes, parce que qui est-ce qui voudrait être le dernier mort, n'est-ce pas, avant une armistice, n'est-ce pas? Et si nous avions laissé ébruiter la chose, naturellement, personne ne voudrait mourir, n'est-ce pas? Donc personne ne pourrait plus combattre avec la même ardeur. Mais il est bien évident, n'est-ce pas, que quand on fait la guerre, n'est-ce pas, c'est parce qu'on veut la paix. Et quand on fait une guerre pour obtenir une paix, il est nécessaire qu'à tout instant de cette guerre, on ait les meilleurs contacts, je veux dire les contacts les plus sûrs, n'est-ce pas, avec l'ennemi, de façon à se préparer, parce qu'une guerre comme une paix, n'est-ce pas, c'est le résultat, n'est-ce pas, de quoi, n'est-ce pas, de l'insatisfaction ou de la satisfaction plus ou moins
acceptable, n'est-ce pas, des desiderata de chaque côté, n'est-ce pas. Il fallait donc ces contacts, n'est-ce pas, pour que d'un côté comme de l'autre, on connaisse mieux quel est le niveau de ce que l'autre penserait acceptable. Ce n'est que comme ça qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à réaliser une paix, n'est-ce pas. Je ne comprends pas, n'est-ce pas, que des gens puissent rêver, n'est-ce pas, que deux armées ou deux coalitions d'armées, n'est-ce pas, se battent, n'est-ce pas, en refusant tout contact avec l'adversaire, à moins de vouloir la guerre pour la guerre, n'est-ce pas, parce que c'est la seule manière d'obtenir une guerre qui ne finit pas, c'est de n'avoir pas de contact avec l'adversaire, et donc de ne pas non seulement savoir, n'est-ce pas, mais ne pas lui faire savoir quelles sont les positions réciproques de l'un et de l'autre, et donc de permettre, n'est-ce pas, aux politiques des deux camps d'essayer de voir à quel moment un équilibre, n'est-ce pas, des satisfactions ou des insatisfactions mutuelles, n'est-ce pas, pouvait être atteint, et c'est à ce moment-là seulement que le processus de paix pouvait commencer. Alors, quelle était la position du Nord à ce moment que vos frères a dit très bref? Je n'étais pas au courant exact, n'est-ce pas, de l'état du progrès, si vous voulez, n'est-ce pas, de ces pourparlers. Mais il est un fait, n'est-ce pas, c'est que des deux côtés, on commençait à estimer davantage la position des autres. Les communistes étaient persuadés que le ver dans le fruit, c'était les Américains. Ils avaient une horreur, si vous voulez, n'est-ce pas, de ce que pouvait être, n'est-ce pas, l'influence américaine, n'est-ce pas. Et en conséquence, qu'ils auraient recherché, n'est-ce pas, mais ça sincèrement, et non pas seulement parce que sans les Américains, nous serions moins forts, certainement. Ils n'oubliaient pas ce point de vue-là. Mais je pense qu'il y avait quelque chose d'authentique, si vous voulez, dans cette espèce de crainte viscérale, si vous voulez, n'est-ce pas, qu'une présence, la proximité, n'est-ce pas, et l'amitié de l'Amérique avec nous, n'est-ce pas, pouvait représenter pour eux de redoutables, n'est-ce pas. Et il fallait essayer de leur faire comprendre de notre côté également, n'est-ce pas, que ce que nous redoutions, n'est-ce pas, c'était les méthodes, n'est-ce pas, et c'était l'effet que ça pouvait avoir sur la vie de notre peuple et sur l'avenir de la nation, que le communisme, avec toutes ses implications internationales, d'un côté comme de l'autre. Donc il y avait un certain point commun dans, si vous voulez, la recherche d'une vietnamisation. Pas du tout dans le sens de brave M. Nixon, n'est-ce pas, mais dans le sens que, petit à petit, des deux côtés, n'est-ce pas, si les interférences étrangères pouvaient diminuer, n'est-ce pas, sans toucher à leur force de résistance. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous demander la question. 10e. Alors, c'est qui était le responsable de le coup? Il m'est impossible de citer des noms. D'abord parce que je n'étais pas sur place, n'est-ce pas, et même sur place, il m'aurait été très difficile de démêler les responsabilités, n'est-ce pas, individuelles. Une chose est certaine, n'est-ce pas, c'est que tout ce qui a été fait n'a pu l'être que par l'utilisation de moyens fournis par, n'est-ce pas, l'Amérique et son gouvernement. Il est bien évident que si les généraux rebelles avaient eu en eux-mêmes la force, la capacité par eux-mêmes, n'est-ce pas, sans que la responsabilité des États-Unis ait été impliquée, n'est-ce pas, ils auraient fait meilleure figure après. C'est-à-dire, s'ils avaient la force de renverser le gouvernement, n'est-ce pas, je ne parle même pas de massacre, n'est-ce pas, ils auraient eu tout de même un minimum, n'est-ce pas, de cohésion et de force, n'est-ce pas, pour la suite. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tous les mois, n'est-ce pas, monter et descendre un général après l'autre comme des marionnettes, n'est-ce pas? Bon, cela prouve, n'est-ce pas, qu'il n'y avait rien, n'est-ce pas, d'autonome, si vous voulez, des Américains, qui a été à la source, n'est-ce pas, du coup, de force et de son exécution.
Parce que s'ils avaient été capables de défaire un gouvernement, ils auraient été capables au moins de se soutenir entre eux, parce que la première force, c'est la cohésion, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse simplement de quelques généraux, mais que ces généraux auraient eu une cohésion suffisante, n'est-ce pas, un minimum pour pouvoir démolir un gouvernement. Or, ils ont été incapables ensuite, n'est-ce pas, d'avoir la moindre cohésion, ne serait-ce que pour durer, n'est-ce pas, dans ce gouvernement. Je ne parle pas de réaliser quoi que ce soit, mais de durer simplement. Or, ils ont été incapables de ne pas se bouffer le nez. Donc, il n'y avait rien. Ok, compris. Did you hear that? Et vous avez entendu la C'est bon. 11. Ma famille, c'est l'éducation familiale, c'est un mélange. Ma famille est d'une part attirée par l'idée de l'ordre social, du confucianisme. Nous étions confucianistes, mais en même temps, nous étions catholiques parce que nous étions attirés par cette idée, n'est-ce pas, de justice, hein, d'égalité de chacun devant Dieu, si vous voulez. Bon. Ça peut sembler un mélange assez détonnant, si vous voulez, n'est-ce pas? Mais en fait, ça nous semblait très satisfaisant, n'est-ce pas? Bon, l'un contrebalançant l'autre, n'est-ce pas? Et c'est dans cette atmosphère que nous avons été élevés tous. Bon, mon frère aîné, Khoy, et son fils unique ont été enterrés vivants par les communistes en septembre 1945. Ensuite, mon frère Touk, qui est ensuite devenu évêque et archevêque, a eu de la vocation religieuse très jeune. Il a quitté la famille, n'est-ce pas, à l'âge, je crois, de 8 ans, n'est-ce pas, pour entrer dans les petits séminaires, et puis ensuite il a été faire ses études à Rome, etc. Bon. C'est un homme absolument retiré, n'est-ce pas, de toute idée politique. Il s'interdisait, si vous voulez, n'est-ce pas, de penser. C'est peut-être dommage, mais c'est un fait. N'est-ce pas? Bon. Donc il n'a participé, joué aucun rôle, si vous voulez, n'est-ce pas, dans la politique du Vietnam de ces années 54 à 63, n'est-ce pas, qui a absorbé tout le reste de la famille. Mon frère Diem, très jeune, a voulu entrer en religion lui aussi. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que il semble qu'il y avait en lui quelque chose d'extrêmement fort qui l'empêchait de se plier complètement à une discipline, n'est-ce pas, à la discipline religieuse. Hein, parce qu'il avait une espèce de vocation également, n'est-ce pas, c'est celui de servir la nation. Bon. Et c'est assez curieux, n'est-ce pas, parce que mon frère avait un sens extrêmement aigu du devoir vis-à-vis de la nation. Mais vous savez, le sens du devoir, un peu geste gratuit, le genre, prenez besoin d'espérer pour entreprendre et réussir pour persévérer. Vous voyez, alors, mon frère a toujours été quelqu'un, n'est-ce pas, extrêmement, comment dirais-je, fixé, n'est-ce pas, déterminé sur cette trajectoire du service du pays, n'est-ce pas? Et le fait qu'il a dû quitter, n'est-ce pas, non seulement la carrière mandarinale, mais tous les moyens, si vous voulez, de pouvoir poursuivre, n'est-ce pas, cette vocation, si vous voulez, de servir le pays, a fait que depuis l'âge de 32 ans, jusqu'à l'âge de 50 et quelques années, quand il a commencé à revenir au pouvoir, n'est-ce pas, il était resté une sorte, si vous voulez, n'est-ce pas, de fonctionnaire, de serviteur du peuple, si vous voulez, en dehors des cadres. C'est comme un fonctionnaire placé hors cadre, n'est-ce pas? Et il a
Et pour lui, le retour, n'est-ce pas, au pouvoir a été une occasion longtemps attendue, n'est-ce pas, de pouvoir faire quelque chose, enfin. N'est-ce pas. Donc c'est ça qui explique, n'est-ce pas, que lui qui sortait très peu, il vivait une vie presque érémitique, n'est-ce pas, était cependant, comment dirais-je, très au courant, très à l'écoute, justement, de ce qui fait tic, si vous voulez, n'est-ce pas, dans le corps des gens, n'est-ce pas, les réactions du peuple. Hein. Comment il pourrait réagir devant ceci, comment il réagirait selon de là. Et je crois que ça, c'était un facteur important, si vous voulez, qui l'a beaucoup aidé, n'est-ce pas, pour réaliser ce qu'il a pu faire dans le peu de temps qu'il a pu disposer, n'est-ce pas, au service du peuple. Mon frère New aussi, n'est-ce pas, a commencé, n'est-ce pas, à entrer au séminaire et vouloir être prêtre, n'est-ce pas. Et il a dû batailler énormément, n'est-ce pas, pour réaliser sa vocation, n'est-ce pas, mais ses supérieurs ecclésiastiques, n'est-ce pas, ont toujours refusé. C'est comme ça qu'il est rentré dans la vie civile, si je peux dire, la vie laïque. Mon frère New était un homme très cultivé, très intellectuel dans ce sens-là, très analyste, n'est-ce pas, très profond. Mais il y avait en lui, si vous voulez, cette espèce de sentiment de blasé, si vous voulez. Pas du cynisme, mais une espèce de, comment on dirait, de sentiment comme on est revenu, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses en ce qui concerne les personnes, et il ne s'étonnait plus tellement, il ne s'indignait plus tellement devant les erreurs ou les fautes des personnes. Et ça a desservi. Ça a desservi parce qu'il a été moins rigoureux dans le choix des personnes pour aider, n'est-ce pas, n'attendant pas trop des gens. Ça, mon frère Kahn, n'est-ce pas, était un très grand original, dans le sens que il a toujours refusé de faire des études, ce qui était vraiment provoquait l'indignation de la famille. Personne ne comprenait, mais enfin, vous savez, le culte que les parents vietnamiens, n'est-ce pas, ont pour l'éducation, l'instruction de leurs enfants, n'est-ce pas, hein? Or, dans une famille comme la nôtre, où précisément ce sentiment était loin d'être absent, eh bien, mon frère Kahn, c'était le coup contraire. Et puis, c'est le fait aussi que, comme j'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans, n'est-ce pas, il a été un petit peu, si vous voulez, et comme mes grands frères, hein, étaient en service, n'est-ce pas, dans les institutions religieuses, n'est-ce pas, en somme, si vous voulez, n'est-ce pas, il a eu un peu les rênes un peu relâchées, n'est-ce pas. Bon, eh bien, il a été extrêmement original, dans ce sens que il a développé une sorte d'instinct, lui aussi, différent de mon frère J.M., n'est-ce pas, mais un instinct également, n'est-ce pas, qui faisait qu'il comprenait bien les gens. Ce qui est très curieux et ce qui était sûrement un crève-corps pour lui, c'est que lui qui a tant fait pour les bouddhistes, n'est-ce pas, sachant qu'il y avait là la possibilité, un réservoir d'hommes susceptibles, étant donné leurs croyances, n'est-ce pas, et donc le sentiment de voir leurs croyances menacées par le communiste. Donc il y avait là un réservoir d'hommes qui était très susceptible de former. Ça tourne. 12. Oui, mon frère Kahn était très, très proche du peuple. Il saisissait d'instinct
les évolutions de la pensée, des réactions des gens, lui aussi, n'est-ce pas? Et il savait organiser, n'est-ce pas, beaucoup de mouvements de masse, n'est-ce pas, grâce à ce contact intime qu'il avait avec le peuple, n'est-ce pas? Et je pense que toutes ces manœuvres, n'est-ce pas, qui ont utilisé les bouddhistes comme un moyen, n'est-ce pas, de pression contre le gouvernement de mon frère Diem, n'est-ce pas, ça a été un crève-cœur pour lui, parce qu'il a fait beaucoup pour les bouddhistes. Non seulement il les a aidés matériellement, hein, mais c'est lui et mon frère Diem, le président, n'est-ce pas, qui tous deux n'ont cessé de conseiller, d'aider matériellement et de conseiller, et par également leurs conseils, n'est-ce pas, de dire aux bouddhistes, n'est-ce pas, essayez de faire quelque chose, n'est-ce pas, pour réorganiser votre religion. N'importe qui, maintenant, n'est-ce pas, peut se dire bon, ce bouddhiste. Il suffisait de porter, de se raser le crâne et les sourcils et de porter, n'est-ce pas, un vêtement, n'est-ce pas. Bon, comment voulez-vous que dans ces conditions, vous ne risquiez pas non seulement de pénétration des communistes, n'est-ce pas, mais ce qui est beaucoup plus grave pour vous en tant que religion, n'est-ce pas, c'est que n'importe quel aigrefin, n'est-ce pas, se fasse passer, n'est-ce pas, pour un bon et scandalise, n'est-ce pas, la population. N'est-ce pas. Il faudrait donc essayer d'organiser, n'est-ce pas, des cycles d'études religieuses comme nous faisons, nous, les catholiques. Pourquoi vous ne créez pas des séminaires? Pourquoi n'organisiez pas, vous pas, hein, des sortes d'examens et d'ordination comme nous faisons pour nos prêtres, n'est-ce pas? Et c'est grâce à eux, n'est-ce pas, que les bouddhistes ont commencé. Parce que jusque-là, même pour les religieux bouddhistes, n'est-ce pas, authentiques, n'est-ce pas, ils ne se connaissaient, n'est-ce pas. Tous les pagodes étaient absolument autonomes, séparées les unes des autres, et tout ce qui se passait dans une pagode valait pour la pagode, ne valait pas pour la pagode voisine, n'est-ce pas. C'était ça qui a permis, si vous voulez, au bouddhisme, n'est-ce pas, de se restructurer, n'est-ce pas, et de devenir, malheureusement, n'est-ce pas, l'appareil que, précisément, la politique américaine a utilisé quand elle a voulu faire tomber l'administration de mon frère.